Allô? Bonjour à tous, bienvenue à Bercy pour cette 10e conférence sur l'évaluation des politiques publiques que nous sommes ravis à la Direction générale du Trésor d'organiser avec l'Association française de sciences économiques. Alors, 10e édition, donc c'est depuis 2015 qu'on monte cette conférence avec pour objectif de rassembler, de faire se parler deux communautés, ceux qui s'intéressent à l'évaluation, l'efficacité des politiques publiques, avec une interface entre les chercheurs qui l'étudient, qui évaluent cette efficacité des politiques publiques, et de notre côté, les décideurs et leurs conseillers qui les élaborent. Alors pour nous, évidemment, au ministère de l'économie et des finances, nous avons un rôle central dans la définition, le suivi des politiques économiques en général. Donc l'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose qui est essentiel dans le travail quotidien des équipes de la DG Trésor et qui permet, pour notre part, de fournir aux décideurs politiques les enseignements des réformes passées, les enseignements aussi de ce qui peut se faire dans d'autres pays pour anticiper les effets de décisions futures qui sont envisagées, qui sont étudiées. Alors, ce n'est pas toujours facile de réconcilier le temps de l'évaluation académique et le temps de la décision politique, mais c'est précieux d'avoir ce type d'interface comme cette journée annuelle que nous organisons. Ça a d'autant plus d'importance quand on fait face à des grands défis comme aujourd'hui, à l'exemple de la transition écologique, de la transition numérique, en particulier dans la période actuelle, évidemment, qui est marquée par l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, il est encore difficile de mesurer les effets sur l'économie avec quelques évaluations micro qui ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on voit au niveau macro. Donc, un champ qui reste largement à défricher, tout en sachant que, je dirais, dans le temps de la décision, pour bénéficier pleinement de ces technologies, on ne peut pas attendre pour accompagner sa diffusion, son adoption. Et c'est un enjeu majeur pour les régulateurs, pour le décideur politique. Donc ça nous semble un moment particulièrement bien choisi. Nous nous réjouissons d'avoir cet après-midi une table ronde sur les questions de la régulation du numérique et de l'intelligence artificielle qui sera animée par Anne Perrault, présidente de l'AFSE et grande spécialiste du sujet. Alors, avant cette table ronde cet après-midi qui sera plus proche de la clôture de notre journée, nous aurons une journée assez riche avec 25 papiers de recherche qui seront présentés et discutés avec 8 sessions thématiques. Alors, 25 papiers, c'est un échantillon parmi qui n'est qu'une fraction des soumissions reçues qui ont été examinées par le comité de sélection, sachant que nous avons aussi vu d'excellents papiers qui n'ont pas été retenus, plutôt pour des raisons de cohérence des sessions, d'équilibre des thèmes, malgré la grande variété des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Donc merci à toutes les équipes de recherche qui ont soumis des travaux de grande qualité. Dans ces sessions parallèles, nous avons brassé très large, avec des thématiques de l'environnement, des politiques sectorielles, des politiques sociales, du marché du travail, des incitations fiscales, des politiques locales, la santé, aussi des questions de méthodologie d'évaluation, pour voir tout le panorama de l'évaluation des politiques publiques. Et avant cela, nous allons débuter dans quelques minutes par une keynote d'Hélène Ray, professeure à la London Business School, qui sera modérée par Étienne Lehmann sur l'évaluation des politiques macroéconomiques, sujet également à la fois qui nous intéresse et qui n'est pas toujours évident à appréhender. Donc, avant de vous laisser place, je souhaite, au nom de la DG Trésor, remercier d'abord l'AFSE, sa présidente Anne Perrault, et tous les participants intervenant à la conférence, également les présidents et présidentes de session, et les membres du comité de programme et les économistes du Trésor qui ont examiné tous les papiers, participé à la sélection des présentations, ainsi que nos sponsors qui sont la Banque de France et le GNES. Et merci également à ceux qui ont organisé cette journée, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan pratique. Donc Étienne Lehmann et Jean-Luc Schneider, ainsi que Noémie Olivier, Fabien Besson et Fadila Scandiuti. Très bonne journée de conférence à tous et je vous souhaite des échanges fructueux. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Au nom du comité de programme, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue.
Et effectivement, je confirme que chaque année, nous recevons d'excellents papiers. Et chaque année, c'est un crève-cœur de dire non, celui-là, on ne le prend pas. Parce que, effectivement, cette conférence n'est pas qu'une conférence. C'est une conférence de qualité où on vise la qualité académique. Mais on ne vise pas que la qualité académique. On vise aussi à essayer d'améliorer quelque chose qui, à mon avis, en France, fonctionne assez mal, qui est de faire en sorte de sortir la recherche académique de sa tour d'ivoire et de pousser un petit peu, d'encourager les interactions entre le monde académique et le monde de la décision économique, interactions dont je suis convaincu qu'elles sont importantes dans les deux sens. Nous avons beaucoup, nous, académiques, à gagner à davantage nous frotter, nous confronter aux problématiques de décision économique, qu'elles soient publiques d'ailleurs ou qu'elles soient privées. On me souffle dans l'oreillette que l'AFSE, l'Association française de sciences et économie, entretient notamment un blog et que donc tous les participants sont évidemment les bienvenus pour faire des propositions de billets à ce blog de l'AFSE. Donc, on m'a demandé de faire cette petite réclame, j'en profite. Et puisque justement ce constat d'un hiatus entre le monde académique et le monde de la décision économique existe, et puisque justement cette conférence, et fort heureusement, est là pour essayer de rapprocher un petit peu ces deux mondes, eh bien, quelque part, on a besoin d'exemples. Et Hélène Rey est, je trouve, un exemple particulièrement brillant pour nous montrer que c'est possible de mener une carrière académique brillante et aussi d'avoir une recherche pertinente pour la décision économique. Alors, Hélène a soutenu sa thèse en 1998 à la London School of Economics et à l'EHESS. Elle a été à Princeton, elle est maintenant professeure à la London Business School depuis 2016. Lire son CV académique est quelque chose d'extrêmement fastidieux, tant les publications brillantes sont nombreuses. Donc je ne vais pas vous les citer. Ce qui est encore plus fastidieux, c'est la liste des prix. Alors, Alfred Sloan Research Fellowship, prix Benarthur Prize en 2006, Birgit Grodal, prix de European Economic Association, Irjo Johansson en 2014, Karl Menger Prize, et prix Édouard Bonnefous, prix Maurice Allais, prix Turgot en 2020, Elected Fellow de la British Academy, de l'Econometric Society, European Economic Association, American Academy of Art and Science, Foreign Honorary Member of the American Economic Association, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Je crois que j'en ai oublié. Veuillez m'en excuser. Et sans oublier un service à la profession qui inclut d'avoir été membre du Board de Review of Economic Studies de 2008 à 2015 ou éditrice associée de l'American Economic Journal, Macroeconomics. Je n'ai même pas noté la date. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la vice-présidente du CEPR, notamment en charge du Women in Economics et du programme de recherche International Macro and Finance. Quelqu'un qui travaille au Conseil à la stabilité financière, qui a été, je crois, au Conseil d'analyse économique, et enfin qui travaille pour la Commission sur l'avenir des finances publiques, quelque chose qui n'est absolument pas d'actualité. Bref, si vous me permettez, on peut dire qu'Hélène Rey rayonne dans chacune de ses activités professionnelles. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Alors, merci beaucoup Étienne. Franchement, c'était complètement over the top et bien trop généreux. C'est très gentil de m'avoir invité aujourd'hui pour partager avec vous quelques réflexions. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, mon problème quand même, c'est que d'habitude, je parle d'économie en anglais. Et là, ça va être un peu compliqué de parler d'économie en français, mais je ferai de mon mieux. Alors, je vous demande d'excuser par avance si j'ai quelques anglicismes ou mots anglais qui se glissent dans mon propos, parce que ce n'est pas si facile de traduire mon langage professionnel en français, à vrai dire. Bien, alors, c'est un sujet extrêmement vaste, évidemment, l'évaluation des politiques macroéconomiques. Et j'ai décidé de prendre une approche très large, et peut-être trop large et un peu éclectique, nous dirons.
et aussi de donner quelques exemples qui sont plus reliés à mon expérience un peu pratique de ces politiques macroéconomiques. Alors, Étienne en a déjà parlé un petit peu. J'ai été pendant 10 ans, alors je n'y suis plus, au Haut Conseil de stabilité financière. Politique de macro-prudentielle de stabilité. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les politiques monétaires. Alors, dans le domaine surtout des transmissions internationales des politiques monétaires, domaine du cycle financier global, etc., mais également politique monétaire plus classique, nous dirons, sur la transmission des politiques monétaires dans les channels de transmission, ça commence, les canaux de transmission qui sont plus classiques. Donc j'en dirai un petit peu un mot également en comparant l'expérience du Royaume-Uni peut-être aussi avec ce qui peut se passer ailleurs. J'ai également participé, alors c'était quand même en 2019, au rapport sur l'avenir des finances publiques. Alors un rapport qui est arrivé à un très mauvais moment. Il n'y a jamais de très bon moment pour le rapport sur les finances publiques, mais en l'occurrence, le rapport sur les finances publiques a été fini au moment où le Covid a commencé. Donc, nous dirons que le timing n'était pas le plus optimal pour ce qui est de l'application des conclusions du rapport et aussi peut-être de son influence. Donc, j'en dirai un petit mot également. Voilà, donc cette introduction faite. Donc maintenant, je laisse quelques temps à la fin pour prendre des questions. D'accord. Très bien. Alors, je vais donc d'abord, dans l'optique de motiver un peu ce que je vais dire, parler des enjeux de l'évaluation des politiques macroéconomiques, faire un état des lieux qui sera éminemment partiel et puis, bien sûr, façonné par mes expériences personnelles et puis finir par quelques remarques. Alors, les enjeux. Je pense qu'on est vraiment à un moment où il faut discuter des évaluations des politiques macroéconomiques peut-être de façon un peu différente de ce qu'on a fait auparavant, tout simplement parce que les enjeux démocratiques sont vraiment très, très importants. On a un rétrécissement de l'horizon dans lequel nous pouvons avoir des actions macroéconomiques, faire des erreurs du point de vue de l'action macroéconomique, que l'on pense à la situation géopolitique, donc, qui est assez menaçante. C'est quelque chose qui ne paraît pas vraiment passer totalement dans l'opinion publique ou dans les débats des parlementaires en France, mais la situation géopolitique est très menaçante. Et si on pense évidemment aux politiques aussi du climat, le budget carbone est vraiment réduit à peau de chagrin. Donc on n'a plus tellement de temps pour faire de grosses erreurs. Et d'une certaine façon, la situation géopolitique nous rappelle que la France, c'est un des pays importants en Europe. La place de l'Europe dans le monde est quand même en ce moment assez menacée par tout ce qui se passe, que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté des États-Unis. Là, on va voir, il y a beaucoup d'incertitudes. Et aussi, évidemment, du côté de la Chine. Donc, il est vraiment important à la fois de réfléchir aux politiques macroéconomiques dans cette optique-là, et aussi de réfléchir aux politiques macroéconomiques et leur évaluation dans l'optique démocratique. C'est-à-dire qu'on peut probablement pas tellement rester dans une tour d'ivoire d'économistes non plus. Si on fait des évaluations de politique macroéconomique, mais que rien ne passe dans l'opinion et publique, ça ne va pas servir forcément à grand-chose dans nos sociétés démocratiques. Alors, on est prévenu que les politiques macroéconomiques sont très importantes. Il y a plein d'exemples. L'exemple que je prends toujours dans les cours de macroéconomie, c'est l'Argentine, qui, comme on le sait bien, est passé d'un des pays les plus riches à la fin du 19e siècle à un pays qui a eu crise macroéconomique sur crise macroéconomique pendant le 20e siècle, qui n'est toujours pas sorti de ce cycle-là.
Donc, bon, nous avons l'expérience Milley en cours, mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est quand même un pays emblématique avec une gestion de la macroéconomie qui a été assez désastreuse. Et on voit que, bon, c'est important, évidemment. On regarde les différences de PIB par capita au cours du temps et on se rend compte que ça change totalement, évidemment, la vie des gens. Donc, on parle de choses très importantes. Et bien sûr, alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de... il faut mettre beaucoup de bémols aussi à ce genre d'évaluation très simple et de time series de GDP per capita, mais on voit également les effets ici. Alors, à la fois, évidemment, ce qui s'est passé avec l'accélération de la croissance aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, comme en France, à l'opposition de l'Argentine. Mais on voit aussi également, là, l'effet de 2008, la grande crise, où finalement, les États-Unis sont repartis d'un point de vue macroéconomique de façon beaucoup plus forte que, en fait, tous les pays européens. Donc, si j'avais mis, au lieu de la France, le Royaume-Uni aussi, on voit une cassure assez nette après 2008, après la grande crise financière. Donc la gestion macroéconomique de ces grands moments, les crises financières en particulier, sont très importantes. Et je dois dire que on ne comprend pas vraiment le fond de ces différences de gestion. Par exemple, les impacts sur la productivité au Royaume-Uni sont très forts après la crise de 2008. Et c'est relativement difficile à analyser et à comprendre. Donc, on va faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas vraiment. Et le problème, évidemment, des politiques macroéconomiques par opposition à des choses beaucoup plus ciblées, c'est qu'il se passe énormément de choses au même moment. Et il y a souvent beaucoup de politiques qui interagissent, évidemment. On ne peut pas faire des expériences dans un laboratoire et regarder et contrôler parfaitement pour ce qui se passe. Par conséquent, c'est extraordinairement difficile à analyser et à faire des diagnostics qui soient fiables. Donc, c'est une des premières choses à dire, c'est que les politiques macroéconomiques, on a énormément de choses qui peuvent être qualifiées de politiques macroéconomiques, comme on a les politiques monétaires, on a évidemment tout ce qui est stabilité financière et politique budgétaire, de soutenabilité de la dette, etc. On a aussi des choses beaucoup plus structurelles. Et la politique du climat, ça va en être une sur lesquelles d'ailleurs c'est très difficile de faire des projections, comme vous le savez. Il y a aussi des chocs macroéconomiques ou des politiques macroéconomiques d'ailleurs qui sont assez multidimensionnelles. Par exemple, je vais parler du choc d'une politique macroéconomique populiste ou du choc d'une politique macroéconomique comme le Brexit, qui sont un ensemble en fait de politiques macroéconomiques qui sont faites, mises en pratique au même moment et qui sont très très multidimensionnelles et qui ont des effets macroéconomiques importants. Donc c'est un peu le problème des politiques macroéconomiques, c'est que il y a ce bouquet de politiques qui peut arriver au même moment, comme le Brexit ou des mises en place de politiques populistes. Que les chocs arrivent constamment, donc on ne peut pas you cannot keep everything constant or find an easy control group. Donc c'est très très difficile d'établir des constats factuels. Et les enjeux d'évaluation de ces politiques sont quand même très très importants puisque, comme je le disais en introduction, ça devrait être un input important dans le processus électoral des démocraties. Donc, comment extraire les effets des politiques macroéconomiques des chocs? C'est un enjeu de premier plan. Alors, je voulais juste donner un exemple assez large, basé sur un papier qui était publié dans l'American Economic Review en 2023, de Funke, Scholarik et Trebesch, qui essaye d'évaluer l'effet du mix de politique macroéconomique populiste. Et alors la définition du populisme, évidemment, c'est quelque chose sur lequel les sciences sociales ont beaucoup travaillé, plus que les économistes d'ailleurs. Donc ils se basent sur tout un corpus de sciences sociales pour définir ce que c'est que
un leader populiste. Et ils en identifient pas mal. Donc, vous voyez ici, au cours du temps, le nombre de populistes au pouvoir depuis le début du XXe siècle. Et malheureusement, on voit que vers la fin du XXe siècle et dans l'époque actuelle, nous en avons quand même pas mal qui sont au pouvoir dans un certain nombre de pays. Ils en identifient 51 entre président et... Alors, par exemple, donc mon exemple favori, donc l'Argentine. L'Argentine, c'est... Comme dans beaucoup de cas, c'est un des cas où il y a le plus de populistes au cours de l'histoire qui ont eu des mandats électoraux. Donc là, vous avez la liste des leaders populistes qu'ils ont identifiés, basés donc sur ce corpus de littérature de sciences sociales qu'ils ont analysé. Et vous voyez que, bon, évidemment, tout le monde connaît Perón, mais donc il y a pas eu que Perón dans l'histoire de l'Argentine. Donc, pas mal de périodes dans lesquelles l'Argentine a été sous influence populiste. Un exemple plus proche de nous, c'est l'Italie, avec Berlusconi, qui a eu un impact assez fort dans l'histoire contemporaine italienne. Donc, ce sont les types d'expériences populistes qui sont identifiés dans cette base de données. Et donc, évidemment, si on prend une approche très simple, qui ne peut pas être correcte, mais et qu'on regarde simplement l'effet sur l'effet. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit l'effet, mais les résultats sur la croissance après la prise de pouvoir de leaders populistes dans ce panel de pays. Donc, les auteurs ils montrent ici simplement la croissance annualisée donc en différence par rapport au niveau du pays ou au niveau global, 5 ans après la prise de pouvoir, 15 ans après la prise de pouvoir. Donc bon, là, on voit effectivement des effets négatifs, mais on ne peut pas dire grand-chose, évidemment, simplement lorsqu'on fait des comparaisons comme ça, parce qu'on n'a pas de groupe de contrôle, en fait. Donc, il se passe plein de choses au même moment, et en plus, l'arrivée d'un populiste au pouvoir, c'est probablement pas indépendant de conditions économiques. Hein. Donc, l'analyse ici ne peut certainement pas être causale, et on ne peut certainement pas en déduire grand-chose. Donc, pour surmonter ces problèmes, qu'est-ce que font les auteurs? Donc, une méthodologie qui a été utilisée, c'est le type de méthode développée par Abadi et ses co-auteurs, et qui sont la méthode du doppelganger, voilà, c'est-à-dire la constitution d'un double synthétique. Grosso modo, on reconstruit un pays avec un algorithme qui prend, parmi tout un des groupes de pays, on construit un pays en prenant des petits morceaux de différents pays qui puissent reconstituer l'expérience du pays pour lequel on est intéressé. Et ce doppelganger doit avoir exactement ou reproduire, grosso modo, la trajectoire de ce pays-là, jusqu'à la date où, disons, un populiste arrive au pouvoir. Et après, on compare l'évolution du doppelganger à l'évolution du pays. Et en comparant les deux, on peut avoir une évaluation un petit peu moins subjective de ce que peut apporter le populisme en termes de politique macroéconomique. Donc rien n'est parfait, hein, mais c'est une méthode qui a été utilisée et qui est utilisée dans ce papier et qui donne dans ce cas-là des résultats assez intéressants et assez frappants, nous dirons. Donc quand on regarde l'évolution des pays qui ont des leaders populistes par rapport à leur doppelganger, donc par rapport à leur double synthétique, là on trouve des effets qui sont carrément frappants, je dirais. Donc vous voyez ici que dans ces cas-là, après 15 ans, donc le PIB par habitant est inférieur de 10% par rapport au contexte actuel. C'est quand même
assez impressionnant. Mais alors, ce qui est aussi intéressant dans cette méthodologie, c'est qu'on peut regarder, et alors, qu'ont fait les leaders populistes par rapport au doppelganger counterfactuel. Donc, on peut regarder le mix de politiques macroéconomiques qui a été adopté. Et ça aussi, c'est assez intéressant, parce qu'on se rend compte que donc, parmi les choses qui sont assez significativement différentes, il y a le protectionnisme, c'est-à-dire les politiques de désintégration économique, donc les politiques protectionnistes, que ce soit du point de vue d'ailleurs du commerce en biens ou du point de vue financier. Donc les mesures d'ouverture baissent et les mesures protectionnistes là, des tarifs, on voit clairement un effet. Donc ce sont des choses qui peuvent être, disons, reliées à l'actualité également, potentiellement. Si on regarde d'autres mesures macroéconomiques, donc si on regarde ce qui se passe en termes de dette sur PIB, on voit aussi un effet assez net. Donc il y a plus de dette après les gouvernements populistes, et l'inflation également, on voit des effets plus d'inflation par rapport aux doppelgangers. Et de façon aussi assez intéressante, il y a des effets sur les institutions. Ne pas oublier que voilà, les politiques macroéconomiques, c'est aussi des politiques macroéconomiques qui interagissent avec les institutions, et que le pouvoir politique a aussi un effet important sur la santé des institutions. Et donc là, on voit très nettement que les populistes ont des effets à la fois sur ce qui se passe du côté judicial, ce qui se passe du côté électoral et du côté de freedom, de liberté des médias. Donc, tout cela, ça illustre en même temps la difficulté de l'évaluation des politiques macroéconomiques, parce qu'on voit bien que là, c'est vraiment très, très multidimensionnel, et on voit toutes les possibilités d'interaction entre ces différentes politiques. Si vous segmentez les marchés, par exemple, la politique monétaire ne marche plus du tout de la même façon par rapport à la politique monétaire où les pays sont très ouverts, pour plein de raisons. Les contraintes d'offres, l'effet des taux de change, etc. Quoi. Les canaux de transmission par les conditions financières, tout ça est affecté. Et évidemment, si on érode les institutions, ça interagit avec aussi à peu près tout. Donc c'est quand même ce genre de problématiques qui sont extrêmement générales et multidimensionnelles qu'il ne faut pas, je pense, oublier, et qu'il faut aussi arriver à communiquer et à porter devant l'électorat. Alors ça, c'est des gros challenges. Donc continuons dans le domaine des politiques multidimensionnelles que j'ai bien vécues en direct, nous dirons, en 2016, le Brexit. Alors le Brexit, c'est une politique qui visait une politique de désintégration économique, nous dirons, et aussi de renationalisation d'un certain nombre d'outils, d'incertitudes assez élevées, puisque le contexte politique du Brexit était assez chaotique, nous dirons. Et là, pour l'évaluation du Brexit, il y a eu à la fois des évaluations, nous dirons, ex ante, en particulier par des économistes en commerce international. Du côté de la LSI, il y a eu énormément, par exemple, d'études faites par Thomas Sampson, Swati Dhingra et des collègues qui ont utilisé des modèles quantitatifs de commerce, d'une certaine façon très standards, et qui ont modélisé l'effet d'augmenter les barrières au commerce, de diminuer l'intégration avec le plus grand voisin, qui était l'Union européenne. Et ils ont trouvé des effets qui, en fait, sont assez proches des effets qui ont été trouvés ex post par, encore une fois, la méthode du doppelganger, qui a été appliquée aussi au Brexit, par différents papiers. Donc là, c'est un papier dans le Economic Journal, mais il y a aussi tout un tas d'autres papiers qui ont été faits avec cette méthode. J'en cite un autre. Et grosso modo, en ballpark, c'est à peu près similaire, hein, les résultats qui ont été trouvés, à la fois dans les évaluations un peu ex ante et ex post. Donc là, c'est un autre exemple de politique macroéconomique. C'est un choc macroéconomique qui a conduit à un certain nombre de politiques macroéconomiques
qui ont eu des effets matériels et qui continuent d'en avoir. Et là, ce qui est intéressant aussi du côté du Brexit, c'est que, ex ante, 98% des économistes ont parlé des effets négatifs du Brexit sur l'économie britannique. 2% des économistes ont pris une position opposée. On dit non, ça va être formidable, tout va bien se passer. Et il y avait même des simulations de modèles de commerce international qui montraient des effets positifs, sauf qu'en général, ces modèles n'avaient pas de distance dans les... Alors pour un modèle de trade sans avoir de variable de distance, c'était un petit peu délicat quand même. Mais le problème, c'est que... enfin, je ne sais pas si c'était le problème, mais la BBC, quand elle faisait des débats entre macroéconomistes sur les effets potentiels du Brexit, mettait systématiquement un économiste contre un économiste et un économiste en faveur du Brexit. Donc en fait, on avait 95% de la population qui était systématiquement, des économistes qui étaient systématiquement opposés à 2% des économistes qui étaient de l'autre côté. Je dis 2%, ça pouvait être 5%, hein, mais pas tellement plus. Et donc en fait, le message n'était pas vraiment passé, quoi. C'est ce qui est peut-être une leçon aussi sur comment on communique et la notion d'objectivité dans les médias est quand même quelque chose d'assez importante dans ce genre de débat. Donc, je pense que ces deux problématiques, les populistes d'une certaine façon et le Brexit, ça illustre bien la difficulté. La méthode du doppelganger essaye justement de faire des progrès, mais elle illustre bien la difficulté qu'on a à évaluer les politiques macroéconomiques dans un environnement où on a tout un tas de chocs. Et pour les gens, c'est très, très difficile d'extraire les effets des politiques macroéconomiques, pour les économistes aussi, hein, mais pour la population peut-être encore, en général encore plus, d'extraire l'effet des politiques macroéconomiques par rapport aux chocs qui peuvent avoir un effet sur l'économie. Donc là, je mettais un exemple dans la littérature en corporate finance où il y a un papier très célèbre qui est en CEOs Rewarded for Lack. Et en évaluation de politique macroéconomique, c'est vraiment aussi un problème qu'on a. Est-ce que les politiques macroéconomiques qui sont très difficiles à mesurer, multidimensionnelles, etc., est-ce qu'on mesure leurs effets ou alors est-ce qu'on mesure l'effet de chocs, par exemple des chocs positifs sur les termes de l'échange? Pour plein d'économies, quand le prix du pétrole est élevé, ça va être soit très bon, soit très mauvais, mais ça va complètement déterminer la trajectoire des macroéconomiques. Donc ce genre de choses, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus dans la profession pour écrire des papiers Are policymakers rewarded for lack? Donc il y a du travail et les doubles synthétiques, c'est une façon de voir les choses, mais bon, il y a d'autres choses, probablement beaucoup d'autres choses à développer. Donc cette problématique, vraiment je veux la garder en tête, c'est le fait que non seulement c'est difficile à mesurer, mais c'est aussi très difficile à communiquer. Et pour l'instant, on a été, nous dirons, on n'a pas été très bon pour communiquer les évaluations ex ante ou ex post des politiques macro au public. Et on a un manque de confiance assez terrible entre les citoyens et les économistes. C'est un sujet qu'on a d'ailleurs abordé aux Journées économiques de Lyon il n'y a pas très longtemps. C'est un sujet très important. C'est le manque de confiance de nos concitoyens envers les experts et les économistes en particulier. Et donc là, je montre juste un exemple de sondage. Il y a beaucoup de sondages d'YouGov, par exemple, qui mesure la confiance des gens vis-à-vis de ce que disent les économistes. Donc les gens se rendent compte à la fois que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe quand ils votent. L'évaluation des politiques économiques est très difficile à faire. Et en même temps,
Donc il y a des catégories de population, typiquement corrélées en Angleterre avec les gens qui ont voté Brexit, qui ne font absolument pas confiance aux économistes. Donc si on regarde les Leave voters, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour le Brexit en bleu, le niveau de confiance vis-à-vis des économistes est très bas, quoi. 20%, 20%. Et c'est très représentatif. Hein. Et il y a d'autres sondages qui montrent exactement la même chose. Il y a les travaux de Stéphanie Stancheva à Harvard qui montrent ça de façon répétée. Et on peut donner des informations aux gens, etc. Malgré ça, en général, les gens ne changent pas tellement leur vue sur la confiance vis-à-vis des économistes et ils ne changent pas leur vote lorsqu'on leur donne plus, nécessairement lorsqu'on leur donne plus d'informations. Donc c'est quelque chose qui doit nous interroger. Hein. OK. Donc, ça, c'est un point de vue assez général et un espèce de bouquet de politique macroéconomique. Maintenant, je vais prendre la politique monétaire d'une façon un peu plus ciblée et un peu plus précise, dire quelles sont les étapes peut-être d'évaluation de la politique monétaire et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, si on regarde les politiques macroéconomiques, le problème, c'est qu'on a tout un tas de choses à évaluer, en fait. C'est pas une politique prise en isolation et tout peut être keep constant, mais on a à la fois le cadre, c'est-à-dire pour la politique monétaire, on va avoir une institution qui est une banque centrale indépendante avec un mandat. Après, on aura l'implémentation, qui va dépendre d'un certain nombre de choses qui elles-mêmes peuvent être évaluées. Ça va être la prévision, la prise de décision et aussi la communication de cette décision. Tout ça va être très, très important, par exemple, pour les banques centrales. Il y aura aussi, lorsque la politique a été faite, quels sont les effets de cette politique. Et comme on l'a montré avec les doppelgangers avant, ce n'est pas du tout évident d'extraire les effets de la politique elle-même par rapport à tout le reste. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, il faut aussi se demander comment le feedback de cette évaluation peut être donné et comment il peut influencer à la fois les décideurs et aussi la population qui va voter et qui va donc remettre ça dans le cadre d'économie politique. Donc ça fait beaucoup d'étapes et je pense que une bonne évaluation des politiques macro, ça doit se poser les questions de toutes ces étapes en fait. Donc ça fait beaucoup de choses qui interagissent. Aussi, je commence avec ex ante, le cadre, les institutions, et dans le cadre de la politique monétaire. Donc là, c'est assez spécifique, hein, le cadre de la politique monétaire, parce qu'on a des banques centrales indépendantes, pour la plupart des pays, qui doivent, mais indépendance, ça veut pas dire n'importe quoi, c'est des banques centrales qui vont faire leur métier comme elles le jugent bon, mais qui doivent quand même rendre évidemment des comptes devant les parlements. Donc et ça c'est fondamental. C'est pas des institutions qui ne sont pas du tout reliées au processus démocratique. Elles doivent rendre des comptes, elles doivent expliquer ce qui se passe. Elles ont des mandats qui sont parmi les plus, je dirais, ciblés parmi les politiques macroéconomiques, puisque un grand nombre d'entre elles mettent en premier plan une cible d'inflation. Donc, disons 2% de cible d'inflation. Après, on a des différences assez subtiles entre les différentes banques centrales. Donc, la BCE, c'est une cible d'inflation. Grosso modo, c'est vraiment la première ligne du mandat. Mais après, la BCE doit quand même soutenir les politiques de l'Union européenne. C'est laissé de façon assez vague dans ces traités. Si on regarde la Federal Reserve aux États-Unis, il y a l'inflation, mais il y a aussi l'activité économique. Et si je prends la Banque d'Angleterre, on a une cible d'inflation qui est fixée par le Trésor et aussi un objectif d'activité. Mais dans le background aussi de toutes ces banques centrales, il y a la stabilité financière. Toutes les banques centrales sont des prêteurs en dernier ressort. Et ça, on le voit bien, en cas de crise, les banques centrales sont quand même des acteurs de premier plan. Donc ce n'est pas si net que ça à la fin des fins quand on réfléchit. Hein. Il y a quand même plus de choses dans le mandat des banques centrales que simplement cette cible d'inflation.
enfin, l'espèce de cadre conceptuel qui est derrière le mandat des banques centrales et la mise en exergue quand même de cette cible d'inflation, c'est le fait que si on a des mandats qui sont relativement clairs, plus les mandats sont clairs, plus ils sont faciles à évaluer, plus ils sont faciles à communiquer. Et donc pour des institutions qui sont indépendantes, en principe, on veut des mandats qui soient les plus clairs possibles, puisque on doit quand même avoir un monitoring démocratique sur ces institutions. Elles doivent rendre compte ex post, et si on veut qu'elles rendent compte ex post, on veut pouvoir comparer ce qu'elles ont fait à leur mandat, et donc le mandat doit être relativement bien défini. Donc on a quand même, d'une façon un peu générale, ce trade-off que j'ai illustré ici de façon très stylisée. Alors je ne sais pas du tout si c'est convexe ou pas, hein, mais on a un peu un compromis entre la richesse des objectifs des institutions qui font la politique macroéconomique et leur gouvernance. Et plus le mandat est multidimensionnel et plus il est difficile à communiquer et à évaluer. Okay, donc les banques centrales sont peut-être d'un côté du spectrum, dans les mandats les plus relativement clairs, bien que, comme je viens de l'expliquer, c'est un petit peu plus subtil que ça, par rapport à d'autres instances qui auront moins d'indépendance et qui auront des mandats beaucoup plus multidimensionnels. Alors, la politique monétaire, donc, on voit à peu près le mandat, comme je viens de le décrire, et le cadre, et après, il faut regarder l'implémentation. Alors, quand on regarde l'implémentation, la première chose à faire, ou une des premières choses à faire pour les politiques monétaires, c'est regarder leur habilité à faire des prévisions, puisque quand on parle de politique monétaire, on parle d'une politique dont on sait pertinemment qu'elle va avoir des effets après 12 mois, ça dépend des pays, après 9 mois, après 12 mois, après 14 mois, ça dépend un petit peu de la transmission. Par conséquent, si on veut avoir des effets un an après avoir décidé le taux d'intérêt, il faut pouvoir prévoir quelle aurait été l'inflation ou quelle sera l'inflation une fois que j'ai bougé mon taux d'intérêt. Donc les prévisions sont quand même assez importantes dans le cadre d'une banque centrale. Et là, bon, comme d'habitude en macroéconomie, hein, je veux dire, c'est quand même assez courant. Les prévisions sont en général assez mauvaises. Une chose qu'on n'arrive pas à faire, donc là vous le voyez, hein, vous voyez les prévisions donc là de l'inflation. Alors, ce qui est réalisé, c'est le bleu clair, et les prévisions à différents moments. Ici, c'est la Banque d'Angleterre. Vous voyez, non, pardon, c'est la BCE, là, mais j'aurais pu prendre la Banque d'Angleterre, c'est pareil. C'est la BCE. Vous voyez que les prévisions sont systématiquement en dessous. Okay, et à chaque fois. Hein. Donc, bon. C'est très représentatif. Hein. C'est la BCE, mais vraiment, j'aurais pu prendre n'importe lesquelles des banques centrales. Grosso modo, c'est la même chose. Donc, un truc qu'on n'arrive vraiment pas à faire en général, c'est quand il y a des points d'inflexion, des changements. On ne sait pas trop quand ça se passe, les points d'inflexion. On n'arrive pas trop à les prédire ex ante. Et quand il y a des chocs un peu... d'une certaine façon, c'est normal, hein, des chocs un peu inhabituels. Les modèles, grosso modo, ça n'a pas l'air de... ça ne marche absolument pas. Donc là, c'était quand même un problème. Les banques centrales, étant donné la période d'inflation qu'on a connue, se sont remises en question sur leur capacité à prédire l'inflation. Les modèles habituels sont trouvés vraiment en défaut. Et par exemple, la Banque d'Angleterre a décidé de faire une évaluation externe de ses capacités à prédire l'inflation. Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient plantés autant, grosso modo? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Ben Bernanke de regarder tout le processus. Donc, et ça allait de faire des entretiens avec tous les économistes, de regarder le IT, donc la capacité de la Banque d'Angleterre à faire des analyses en utilisant des IT qui tiennent la route, etc. Enfin, au processus de décision. Enfin, bon, c'était vraiment une revue assez complète.
Et aussi, il y a des questions conceptuelles qui sont assez fondamentales. Du genre, quand on fait ces analyses, est-ce qu'on se base sur les anticipations du marché, qui sont dans les prix des actifs financiers, etc. Ou est-ce qu'on se base sur les anticipations qui seraient consistantes avec nos modèles? Et dans les modèles, il faut faire des différents scénarios. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un choc sur le terms of trade? Est-ce qu'on ne va pas avoir de choc? Il y a tout un tas de chocs qui peuvent avoir une influence très matérielle. Donc, quelles sont les anticipations des agents sur lesquelles il faut se baser? Ce n'est pas du tout évident. Donc, on a vraiment des problèmes à la fois conceptuels et des problèmes après d'ordre beaucoup plus technique. Quel modèle après on utilise en statistique, etc. Est-ce qu'on fait de l'agrégation de modèles? Est-ce qu'on fait des scénarios ou pas? Combien de scénarios on choisit? Est-ce que les scénarios doivent être tous réalistes ou est-ce qu'on peut avoir des scénarios très stressés? Comment communiquer sur ces scénarios? Et comment communiquer l'incertitude autour de ces scénarios? Et tout ça interagit bien sûr avec les anticipations des marchés, qui regardent ce que dit la Banque d'Angleterre. Donc vous voyez, c'est un problème déjà sur un des leviers d'implémentation. On a énormément de questions qui se passent et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait tout à fait bien marché. Donc, pour ce qui est des prévisions, qui sont quand même notre capacité à faire des prévisions, qui sont clés pour un certain nombre de politiques macroéconomiques, il faut un peu se remettre en question de temps en temps. Donc là, la Banque d'Angleterre a demandé à Ben Bernanke. Il y a un autre organisme en Angleterre pour lesquels les prévisions sont aussi extrêmement importantes, c'est l'OBR, c'est l'Office of Budget Responsibility, qui est responsable, qui évalue les politiques budgétaires et la soutenabilité de la dette. Et eux, ils ont choisi, c'est assez intéressant, de systématiquement faire un rapport sur pourquoi leurs prévisions ont été fausses, quand elles ont été fausses, de façon très transparente. Donc voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qui s'est passé, et voilà pourquoi on s'est trompé. Et donc ça, c'est... Donc jouer la transparence et essayer d'apprendre des erreurs, c'est une des façons d'améliorer le processus. Alors après, quand on continue avec la politique monétaire, donc on réalise que les prévisions sont fausses. Donc là, la Banque d'Angleterre, depuis assez longtemps maintenant, fait ces fan charts qui montrent les incertitudes autour des forecasts. Mais là encore, donc c'est quelque chose qui est important pour la communication de la Banque d'Angleterre, qui n'est pas forcément très bien compris du tout. Donc est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faut le faire autour du scénario médian? Est-ce qu'il faut le faire autour de chaque scénario? Voilà. Donc ce sont des choses qui sont très très difficiles à communiquer et qui interagissent avec la politique, avec les effets de la politique. Donc ça montre la complexité du problème, surtout dans un contexte, encore, je retourne vers le fait que on fait des évaluations de politique pour pouvoir communiquer aussi avec le public. Et quand on regarde ce que le public, de façon générale, sait de la politique monétaire, on est toujours surpris par le fait qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'il y a une cible d'inflation, ne savent pas qu'elle est de 2%, et qui ne savent pas même vraiment, qui ne comprennent pas tellement le concept d'inflation. Donc d'un point de vue pédagogique, on a quand même un gros problème. On a quand même un gros problème. Et il y a des résultats assez fascinants de Goronichenko et de Stancheva sur la perception des gens de ce qu'est l'inflation. Donc pour une bonne partie des gens, quand ils pensent à inflation, ils pensent activité faible. Donc ça veut dire que contrairement au modèle des économistes dans lesquels on a une courbe de Phillips, eux, ils pensent plutôt choc d'offres. C'est peut-être pas du tout stupide, hein, mais donc le modèle que les gens ont en tête n'est pas du tout le modèle utilisé en général par les banques centrales, qui est très centré sur le néo-keynésien, etc. Donc ça, c'est un fait assez intéressant. Et une autre chose, c'est qu'ils associent aussi taux d'intérêt élevé à inflation, parce que en général, si vous avez un prêt immobilier ou des choses comme ça, pour vous, qu'est-ce que c'est d'avoir des prix élevés? C'est que vous payez plus, en fait.
Et donc, si les taux d'intérêt sont élevés, vous payez plus sur votre crédit immobilier. Et aussi, ce n'est pas stupide du tout. Mais ce n'est pas du tout la façon dont nous, on intègre ça dans nos modèles et même la façon dont on mesure l'inflation. Ça dépend des pays, mais en général, le marché immobilier ne figure pas tellement dans le Consumer Price Index, pas forcément de la façon dont les gens le perçoivent. Donc, voilà. Donc, c'est un certain nombre de dimensions qui sont souvent ignorées par nos modèles, en fait. Très bien. Donc, je rappelle là les différentes étapes que j'avais mises. Donc, le cadre, l'implémentation et après les effets et le feedback. Et donc là, quand on regarde les effets de la politique monétaire, donc une analyse ex post de l'inflation que nous avons eue dans la période 2021-2024. Donc je pense que c'est encore débattu. Hein, on a énormément de papiers qui décomposent les sources de l'inflation, du côté offre, du côté demande. On a beaucoup de gens aussi maintenant qui disent c'est un peu suranné de faire ces distinctions offre et demande parce qu'en fait on a des diffusions à travers il faut des modèles avec des production networks et des différents secteurs qui interagissent. Donc, je suis un peu de ce côté-là. C'est un peu difficile de faire des distinctions assez strictes du côté de l'offre et de la demande. Mais donc, il faut savoir que c'est encore tout à fait débattu. Et ce qui est clair, c'est que cet épisode d'inflation a quand même conduit à une discussion assez sérieuse sur les modèles néo-keynésiens utilisés, donc les courbes de Phillips, les DSG framework des banques centrales. Et si vous écoutez les banquiers centraux, il y a énormément de banquiers centraux qui réalisent que ces modèles étaient quand même énormément généralisés dans les banques centrales et qui deviennent de plus en plus... qui doutent de plus en plus de ces modèles parce que ce sont des modèles linéarisés avec des steady state et on retourne vers le steady state. Et ils disent, ah oui, il y en a beaucoup de dynamiques non linéaires qui n'étaient pas dans les modèles, donc qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ces modèles ont négligé pas mal le côté multisectoriel et production network de l'économie et l'interaction de différents chocs qui ont fait que, d'une certaine façon, le team transitory, comme ça a été discuté au début du choc inflationniste, n'a pas réalisé que finalement l'inflation pouvait être plus persistante que ce qu'on pensait. C'est une façon de voir les choses, et pas mal de banquiers centraux prennent cette vue en ce moment. Mais il y a une autre façon de voir les choses qui est, c'était pas forcément les modèles qui étaient très faux, mais c'est le fait qu'on a eu des chocs complètement improbables, les uns à la suite des autres. On a eu le Covid, et après on a eu l'invasion russe. Et donc forcément, c'était deux chocs à probabilité très très faible, les uns après les autres, et qui ont conduit qui ont touché des secteurs de l'économie, secteur d'énergie en particulier, mais aussi qui ont touché tout ce qui est supply chain et qui ont diffusé à travers les différents secteurs de l'économie de façon assez inhabituelle. Et ça, c'était pas dans nos modèles. Donc, bon, je pense que c'est ce qui s'est passé, mais effectivement, ça veut dire qu'on a pas mal de travail à faire de ce point de vue-là. Donc, si on regarde l'expérience internationale, justement, de l'inflation, on se rend compte que tout le monde a été affecté, en fait, que ce soit économie avancée ou économie émergente, de façon relativement similaire. On se rend compte que les anticipations des agents, ce point de vue de l'inflation, ont été affectées à the short end, donc sur les inflations à un an ou des choses comme ça. Mais quand on regardait sur le long terme, les anticipations n'ont pas été tellement affectées. Donc ça,
c'était un gros souci des banquiers centraux, et les anticipations des agents à long terme sont très importantes dans tous les modèles néo-keynésiens. Donc voilà, donc d'une certaine façon, on pourrait peut-être aussi se dire, on ne comprend pas trop la formation des anticipations, etc. C'est très important dans nos modèles. Et là, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On n'a pas eu de désancrage. Alors peut-être que c'est dû à la politique monétaire elle-même, et l'intervention des banquiers centraux. Donc c'est ce qu'ils diraient. Ils ont ancré les anticipations des agents. Et donc c'est pour ça qu'on n'a rien vu au long terme. Et on a vu dans le court terme, les gens extrapolent un peu. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est peut-être ce qui se passe, voilà, mais on n'en est pas sûr, en fait. Donc, encore une fois, c'est assez délicat, étant donné nos modèles et notre connaissance de formation des anticipations, d'évaluer vraiment si c'est ce qui s'est passé ou pas. Voilà, on ne peut pas vraiment le savoir dans nos contextes de modèles néo-keynésiens pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que les prix de l'énergie ont été très importants internationalement en termes de choc, alors que du côté du marché du travail, sur lesquels les néo-keynésiens, encore une fois, mettent beaucoup de poids, et les gens, si vous écoutiez Olivier Blanchard et Larry Summers au début de la montée de l'inflation, mettaient beaucoup l'accent sur le fait que pour faire descendre l'inflation, il allait falloir créer du chômage, en fait, ce qui est traditionnel dans les modèles néo-keynésiens. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, clairement, encore une fois, les modèles d'ESG qui étaient utilisés n'étaient pas forcément les plus relevant pour cet épisode inflationniste. Là, je montre une désagrégation de l'inflation basée sur un modèle de chercheurs au FMI, et en particulier Pierre-Olivier Gouracha, le chief economist du FMI, qui nous dit lorsque l'inflation augmente ou lorsqu'elle baisse, donc la montée de l'inflation c'est sur la gauche et la baisse c'est sur la droite, qui décompose ça en termes de chocs exogènes qui ont frappé les économies, et les transmissions de ces chocs, ce dont je parlais, selon les production networks entre secteurs, à l'économie. Et là, vous voyez que pour la plupart des pays qui sont là, et ça comprend la France, mais ça comprend beaucoup des pays européens, les États-Unis, etc., et les pays émergents comme le Brésil, les chocs sur l'énergie et leur transmission. Donc, par exemple, c'est le gris foncé et la transmission du choc de l'énergie aux autres secteurs, qui est en orange, sont quand même à l'origine d'énormément de la montée de l'inflation et de la baisse. Donc, si on est d'accord avec cette décomposition, ça peut poser des questions sur qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales avec le côté demande. Pas énormément. Et le côté demande qui serait lié à nos modèles néo-keynésiens, ce serait le rouge, le slack sur le marché de l'emploi, qui est au cœur des courbes de Phillips. Ça ne semble pas avoir joué un rôle très important, et les expectations, les anticipations non plus. Donc voilà, c'est une des interprétations de l'épisode inflationniste, donc une des évaluations ex post, nous dirons, de la politique monétaire. Ce que je résume sur cette slide, mais comme je n'ai plus beaucoup de temps, je vais passer rapidement maintenant. Donc, je pense les grands trous qu'on a dans nos agendas de recherche, il y en a énormément. Donc, là, c'était encore une fois un problème de forecast. Les crises financières, donc quand on fait de la politique macro-prudentielle, il faut essayer d'anticiper la montée du risque systémique. Et ça, c'était la reine d'Angleterre qui demande à Luis Garicano, OK, vous me dites que tout allait mal dans le secteur financier, etc., mais si c'est vrai, c'était après la chute de Lehman Brothers, pourquoi est-ce que personne ne l'a vu avant? Okay, pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait? Okay, donc si c'était si évident, vous avez vu tout cet endettement partout dans les banques, etc., mais si c'était si évident, pourquoi est-ce que personne n'a tiré la sonnette d'alarme avant?
C'était une question très valide. Hein, et encore une fois, c'était lié à nos problèmes de forecast du risque systémique qui sont au cœur de l'activité macroprudentielle. Donc dans ce domaine-là, on peut faire des progrès, hein, et d'ailleurs on en a fait depuis la crise de 2008. En particulier, moi je crois beaucoup aux méthodologies qui sont des agrégations de modèles différents. Quand on a des crises financières, c'est un des exemples un peu emblématiques. On ne sait jamais quel est le bon modèle pour prédire une crise. Il y a différents types de crises. Ça peut être des crises qui viennent du côté de la balance des paiements. Ça peut être des crises qui viennent du côté du surendettement, de la prise de risque excessive, de bulles. Il y a beaucoup de modèles théoriques de crise qui sont tous un peu valides. Et donc, si on utilise un modèle et qu'on essaye de prédire des crises, on va vraisemblablement pas avoir les bonnes variables selon la période, selon le pays. Et quand on a des méthodologies d'agrégation de modèles, donc en particulier, moi j'en utilise une qui est le Online Machine Learning, qui est assez transparente et qui donne c'est une méthodologie pour choisir optimalement des poids qui peuvent varier au cours du temps, qui mettent un poids élevé sur un modèle s'il a une bonne performance out of sample et qui peuvent updater ces poids au cours du temps. Et quand on regarde à la prévision de crise, je pense que ça permet d'être, à vrai dire, d'avoir des résultats qui surpassent pas mal la littérature existante. Donc je pense que ça peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Ça pourrait être utilisé dans l'inflation, ça pourrait être utilisé pour prédire la récession, etc. Donc là, du côté méthodologique, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire et on a commencé à en faire. Je pense aussi qu'une chose qui est très nouvelle pour les macroéconomistes, c'est qu'on a des données granulaires qui sont de plus en plus disponibles, des données administratives en particulier, où littéralement on a tout le marché, par exemple. Quand on regarde du côté financier, on a des données de la BCE sur toutes les positions de tous les fonds, de toutes les banques, etc., au niveau granulaire. Et on peut reconstituer le marché entier dans certains domaines. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces données granulaires qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est le micro to macro avec des données granulaires. Je pense qu'il y a énormément de promesses dans ça et ce n'est pas encore utilisé de façon systématique, mais il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ça. Ça demande beaucoup de ressources, à la fois d'avoir l'accès aux données et d'avoir pas mal des équipes qui travaillent pour nettoyer les données, pour matcher les différentes sources de données, etc. C'est très prometteur. Et donc là, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer sur l'accessibilité des données et permettre aux gens de matcher différents datasets. Donc là, il y a aussi, évidemment, tout un tas de domaines qui sont à mon avis, qui sont sous-étudiés. Donc, on commence à avoir beaucoup plus de gens qui travaillent sur le climat et la biodiversité. Il y a énormément de choses à faire. Et ça interagit avec toute notre politique macro. Du point de vue de la stabilité financière, le marché de real estate, à mon avis, est très sous-étudié. Et il est capital quand on est intéressé dans les politiques macroprudentielles. Il y a relativement peu d'études, étant donné l'importance du real estate, que ce soit residential ou commercial real estate. Donc là, il y a énormément de choses à faire. Du côté de l'intermédiation financière, aussi pour les problématiques macroprudentielles, les banques, c'est très, très important, évidemment, mais on a une émergence de tout un tas d'acteurs qui sont non bancaires. On a le private credit qui prend énormément d'influence. Tout ça commence en général aux États-Unis, mais on a bien vu qu'on a des liens très forts en termes de crise financière entre ce qui se passe dans les grands marchés et ce qui se passe après en France ou en Europe. Donc là, il y a un énorme travail à faire pour comprendre les interconnexions des différents agents. Et il y a un travail de construction des données qui est très, très important. Donc, côté stabilité macroprudentielle, c'est un grand champ d'études où il y a très, très peu de travaux. Et on a aussi des nouveaux acteurs qui vont venir en Europe, qui sont principalement aux États-Unis et en Asie, mais sont de high frequency traders qui travaillent sur
qui en ce moment opèrent dans les bons du Trésor américain, etc., qui vont débarquer dans les marchés financiers européens. Et tout ça, leur effet sur la volatilité, leur effet sur la liquidité des marchés, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a quasiment rien. Okay. Donc c'est tout un tas de pistes, j'espère, de recherche. Je pourrais continuer, donc je ne vais pas avoir trop de temps, mais sachez qu'il y a plein de choses. Oui, il faut que j'arrête. Oui, d'accord. Alors, donc, il y a plein de choses qui est liée à la numérisation, qui est très, avec plein de sujets de recherche passionnants d'un point de vue d'économie internationale. Et je vais juste terminer en disant, tout cela, à la fois les programmes de recherche et le feedback des évaluations des politiques macroéconomiques, ça dépend énormément de l'écosystème dans lequel on opère. Donc, si on fait une comparaison très rapide entre la France et le Royaume-Uni, par exemple, donc j'ai déjà parlé de l'OBR, et de l'évaluation des finances publiques par l'Office of Budget Responsibility, qui est un organisme qui fait des prévisions à long terme et qui a aussi un organisme qui évalue, par exemple, le budget de façon très rigoureuse, en refaisant tous les calculs, en interagissant avec le Trésor britannique, etc. Chose qu'aucun organisme en France ne peut faire, puisqu'il n'y a pas la puissance de calcul, la puissance de force de travail et d'accès aux données dans aucun des organismes, que ce soit le Haut Conseil des finances publiques ou la Cour des comptes, comparé à l'OBR. Et il y a des différences institutionnelles qui sont très importantes, je pense, pour ce qui est aussi des finances publiques. L'horizon des prévisions, des forecasts de la soutenabilité des finances publiques est très hétérogène selon les pays. En France, on a très peu de forecasts à long terme qui sont faits de façon indépendante. On a le corps, mais en général, dans les lois de programmation, on a des forecasts à relativement court terme. Et on est un petit peu un outlier dans les pays développés de ce point de vue-là. Donc on a un problème de force de frappe analytique, d'indépendance d'analyse, en particulier pour les prévisions de long terme et pour les prévisions budgétaires. Voilà, donc je n'ai pas le temps de développer, donc je vais juste arrêter là. Là, il y avait si vous êtes intéressé par ce genre de choses, dans le rapport sur l'avenir de la Commission sur l'avenir des finances publiques, il y avait une comparaison internationale sur notre cadre institutionnel et le cadre institutionnel dans différents pays. Et on voit que le cadre institutionnel français, en fait, est très, très limité pour ce qui est de l'évaluation des finances publiques par rapport au cadre institutionnel dans pas mal d'autres pays. Donc, je vous référerai au rapport pour ça. Et je conclurai en disant que, voilà, j'ai pris une vue assez large de l'évaluation des politiques macro. Et je voudrais juste insister sur le fait que c'est tout un écosystème qui est important et surtout qu'il ne faut pas faire ça dans notre tour d'ivoire, mais qu'il faut arriver à faire des choses qui sont ensuite communiquées et qui interagissent avec le processus démocratique. Et voilà, j'arrêterai. Désolée. Hein. Alors, le problème de choisir des invités qui sont, pour les plénières, qui sont aussi intéressants, c'est que le temps file. Et donc, on ne va pas avoir le temps pour des questions. Donc, on va devoir reprendre les sessions parallèles dans 10 minutes maintenant, même dans 9 minutes. Donc, voilà, je suis désolé. On n'a pas le temps pour les questions. Merci beaucoup, en tout cas, Hélène, pour cette brillante conférence présidentielle.